c'est le Khenous. Merci d'avoir accepté. Merci surtout de m'avoir invité d'abord. C'est la moindre des choses. Hein. Donc, vous êtes très actif sur le terrain associatif et aussi maintenant vous vous occupez d'un dossier un peu compliqué. C'est le dossier des Belgo-Marocains qui sont bloqués au Maroc. Qu'en est-il de la situation actuelle? J'ai commencé à m'investir dans ce dossier parce que quelques jours avant la fermeture de l'espace aérien, je parle ici de 2-3 jours avant la fermeture de l'espace aérien marocain, déjà de nombreux de nos concitoyens ont rencontré des difficultés dans différents aéroports parce qu'ils avaient un vol de prévu et soit celui-ci avait été annulé, soit on les avait invités à changer d'aéroport. Ce qu'ils ont fait, et en arrivant à l'aéroport qui leur avait été conseillé, ils ont trouvé porte close, soit des vols qui ont été changés, etc. Donc ils sont dans une situation extrêmement difficile et compliquée. Et de nombreux de nos concitoyens se sont adressés à moi pour d'abord se renseigner et essayer que je puisse leur apporter les meilleures informations possibles pour qu'ils puissent revenir chez eux ici en Belgique. Et il se fait que depuis lors, le nombre de personnes et plus précisément quand l'espace aérien était fermé, se sont manifestés, vraiment de nombreux. Je m'occupe personnellement de plus de 127 personnes et entre-temps d'autres sont ajoutés, donc on n'arrive même plus à les compter. Il y a eu aussi une excellente initiative suite aux appels de détresse de toutes ces personnes qui ont été bloquées, de la création de cette plateforme Les Belgo-Marocains Coronavirus 19 bloqués au Maroc, mais aussi de nombreux acteurs associatifs, je pense ici à Rachida Riahi, mais aussi à d'autres qui se sont mobilisés pour pouvoir aider, accompagner ces personnes-là. Et devant la situation qui est catastrophique, parce que je rappelle que des milliers de Belgo-Marocains, mais aussi des milliers de Marocains résidant en Belgique, sont retenus pratiquement contre leur gré dans un pays où ils ont été pour soit enterrer un de leurs proches, qui est leur pays d'origine, soit pour faire des démarches administratives, et soit pour des raisons X et Y, et le fait d'être retenus contre leur gré fait que ça aura des conséquences relativement graves sur leur situation, que ce soit au niveau de leur santé, que ce soit au niveau des liens avec leur famille, des parents, des enfants mineurs qui sont seuls ici, des personnes qui risquent de perdre leur emploi, d'autres qui ont perdu leur emploi. J'ai été contacté par des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont reçu un C4 parce qu'ils ont été considérés comme ayant abandonné leur poste. Et alors vous avez aussi des chefs d'entreprise, j'en ai encore eu un ce matin, qui appellent au secours parce que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas payé leur loyer, ils sont bloqués, ils ne reçoivent aucune aide ni des autorités belges ni des autorités marocaines pour les accompagner dans ce type de problématique. Et donc il y a vraiment urgence par rapport à tous ces gens-là, et je ne parle même pas encore des Marocains résidant en Belgique, dont de nombreux vont voir leur carte de séjour expirer, qui vont se retrouver face à une situation qui va les obliger à de nouveau à faire un parcours du combattant. Parce que je rappelle qu'un Marocain résident ici qui voit sa carte de séjour expirer doit repasser par une procédure de demande de visa qui prend souvent des semaines, voire des mois. Et donc il est important, je pense, en urgence de trouver des réponses à ce genre de situations qui sont vraiment problématiques et qui sont inacceptables. Et donc, comment ça se fait-il qu'on est arrivé là en fait? On a du mal à imaginer qu'on retient des personnes qui veulent pas, qui veulent partir, rentrer chez eux en fait, finalement. Pour moi, à titre personnel, ça va peut-être déplaire à certains, mais le choix du Maroc de confiner des Belgo-Marocains ou de confiner des Marocains résidant en Belgique et les retenir finalement pour des raisons sanitaires ou des raisons de sauvegarde de soins de santé, je trouve cette explication, à mes yeux, absurde. Elle ne tient pas la route. Retenir des gens et les empêcher de partir ne règle pas le problème sanitaire. Le Maroc a laissé déjà partir d'autres nationalités, les Canadiens, les Américains, sans qu'il y ait de problème. En fait, le problème se pose juste avec les Hollandais et les Belges. Mais pourquoi? Il y a eu des Français aussi, hein, des Franco-Marocains. J'ai eu dans mes contacts des Franco-Marocains. J'ai eu un Franco-Canadien aussi, un Maroco-Canadien qui m'a connu sur Facebook, mais lui, il a pu bénéficier, d'ailleurs, c'est de lui que je tenais ces informations, comme quoi il avait été contacté par les autorités canadiennes pour pouvoir rentrer justement dans le cadre des voyages humanitaires organisés par le Canada. Et donc, il y a un côté un peu irrationnel, parce qu'en général, lorsqu'on veut préserver un pays d'une éventuelle contamination, on empêche les gens de rentrer, pas les gens de sortir. Donc ici, il y a une décision qui a été prise par le gouvernement marocain. D'ailleurs, moi, je salue
tout le travail qui a été fait par le gouvernement marocain pour préserver sa population par rapport à cette pandémie. Le Covid-19 est un virus extrêmement grave qui fait des ravages dans le monde. Le Maroc a pratiquement gagné la guerre contre le Covid-19 en prenant des mesures non seulement de confinement, mais aussi des mesures sociales qui permettent d'accompagner les personnes les plus faibles de la société marocaine, les plus fragilisées, les gens qui font partie de l'économie informelle, qui n'ont pas de revenus. On leur a octroyé des aides. Il y a eu des masques à des prix très démocratiques, d'ailleurs, que la Belgique n'a même pas pu assumer pour sa population. Mais là où le bas blesse, là où il y a eu une erreur monumentale, c'est d'obliger ces Belgo-Marocains ou ces Marocains résidant en Belgique de rester au Maroc sans penser aux conséquences collatérales que ça a pour eux, aux conséquences graves que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y avait quand même des vols, il y avait 9 vols dans lesquels il y a eu à peu près 40% des Belgo-Marocains ou des Marocains. Il y a effectivement... Donc en fait le problème s'est posé après. En fait, il y a eu, moi je pense qu'au niveau des affaires étrangères, ils ont fait un travail qui était titanesque parce qu'il fallait savoir qu'il y avait des Belges rapatriés dans de nombreux pays dans le monde. Moi j'ai même été contacté par des gens à Cancun, j'ai été contacté par des gens en Thaïlande, etc., qui étaient dans un état de panique devant le peu de réponses qu'ils avaient des autorités belges qui étaient en train de mettre en place le dispositif de rapatriement. Il y a eu des rapatriements, il y a eu des moments, je dirais, de désorganisation de la part des autorités belges parce qu'ils ont effectivement concentré les rapatriements au niveau de Marrakech et d'Agadir. Il y a des gens qui en ont bénéficié, vous avez parlé des 40% de Belgo-Marocains, j'en connais personnellement, dont de nombreux Molenbeekois qui étaient dans le sud du Maroc au moment où ils ont pu regagner la Belgique via Agadir. Il y a eu effectivement un travail qui a été effectué. Mais là où le problème se pose, c'est pourquoi est-ce qu'avoir concentré les moyens sur Agadir et Marrakech, et pourquoi ne pas avoir aussi ciblé des villes où il y avait des centaines, voire des milliers de ressortissants qui étaient en attente d'aide pour pouvoir retourner, je pense à Tanger. Les aéroports étaient fermés, donc Tanger ou le Hossima. Non, au moment où ouvrir un aéroport, c'est quand même... Non, au moment où les vols ont été organisés à Marrakech et à Agadir, les autres aéroports marocains étaient ouverts. Donc c'était une question simplement, je pense ici, de volonté et d'organisation. Il y a eu des choix qui ont été faits, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont restés là-bas après la fermeture de l'aéroport. Mais moi, je voudrais aussi ne pas oublier un acteur essentiel dans ce dossier, qui n'a pas été cité ou très peu cité. On parle des autorités marocaines qui ont pris des décisions qui, pour moi, n'avaient pas de raison d'être. On ne retient pas des gens contre leur gré sans aucune raison. Non, il y a autre chose, à mon avis, parce qu'en fait, le problème, je répète, sur news, c'est que le problème ne s'est pas posé avec les Canadiens, les Américains et d'autres nationalités. Le problème s'est posé juste avec la Hollande et la Belgique. Il y a eu un problème. D'ailleurs, je vais en arriver tout à l'heure, mais je vais en arriver. On va les détailler par après. On va en arriver tout à l'heure, parce que je ne pense pas qu'il fasse faire payer les problèmes relationnels, les problèmes politiques à des concitoyens qui sont dans la souffrance. Les concitoyens ne comprennent pas ce genre d'explication, mais avant peut-être d'aborder cette question sous cet angle-là, je parlais d'un acteur dont on a très peu évoqué, c'est aussi les compagnies aériennes. Il faut savoir que des compagnies aériennes ont d'initiatives parfois dérouter ou changer d'aéroport en laissant des personnes en race campagne bloquées parce que leur vol avait été annulé, parce que des vols devaient atterrir à Tanger, se sont retrouvés soit à Marrakech, soit à Agadir. Nous avons de nombreux cas comme celui-là qui fait que aussi les gens ont été pénalisés par ces choix. Donc pas oublier. En ce qui concerne l'aspect que vous évoquez, c'est-à-dire les tensions qui ont eu lieu par rapport à la Hollande, par rapport à la question de l'Hirak par exemple, etc., qui a été évoquée par certains. Moi, je suis désolé, moi ce qui m'intéresse ici, c'est l'intérêt des personnes concernées en priorité. Et donc, si des gens commencent à mettre en place des explications qui sont, à mes yeux, irrationnelles dans l'intérêt de la population concernée, c'est un véritable problème. On ne gère pas une situation de crise en utilisant des prétextes fallacieux ou des prétextes qui n'ont pas de raison d'être. Ça se règle sur un autre terrain, pas sur le dos des personnes qui sont pénalisées. Effectivement, il y a eu certains arguments qui ont été avancés par les autorités marocaines ou par les autorités belges. On a parlé de racisme, on a parlé de priorité. Il y a probablement, je pense, des torts partagés, mais ici, je pense que l'heure n'est plus à la polémique. On a vu que les autorités ont pu trouver un consensus pour rapatrier 1400 personnes. Ça a été fait d'une manière, excusez-moi, chaotique.
quand on voit les conditions qui ont été fixées et que de nombreuses personnes répondent aux critères et qui n'ont pas été sélectionnées, il y a aujourd'hui des gens qui appellent au secours, des gens qui ont besoin de traitements médicaux, des gens qui ont perdu leur emploi. Oui, par après, en fait, il y a eu un dialogue ouvert entre les autorités marocaines. Ce dialogue a toujours existé, c'est ça qui est incompréhensible. C'est que je ne comprends pas pourquoi on en arrive à une situation. Pourquoi est-ce on fixe un quota? Pourquoi est-ce qu'on met des conditions? Pourquoi est-ce qu'il y a des tensions? Entre les autorités marocaines et les autorités belges, au niveau diplomatique, les relations ont toujours été bonnes à tous les niveaux, au niveau politique, judiciaire, ça se passe relativement bien. Le Maroc a rayonné par des actions très positives qu'ils ont menées, et puis ils ont foiré par rapport à l'organisation du retour des personnes qui sont bloquées. Et ça, c'est incompréhensible dans la tête de nos concitoyens. Et moi, je partage cette incompréhension. Le ministre des Affaires étrangères marocain, lors d'un débat à la Commission des Affaires étrangères et des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger dernièrement au Parlement marocain, a évoqué en fait ces problèmes. C'est que la Hollande, y compris indirectement la Belgique, viennent avec des aspects politiques. Ils veulent imposer des avions à Nador, à Al-Hoceima, ce que le Maroc n'a pas accepté. Compréhensible ou pas compréhensible? Mais moi, je crois que quand on est un responsable politique, moi je ne vais pas... Attention, c'est quelque chose qui est apparu dans la presse marocaine, oui, mais pas sur j'ai pu lire dans certaines officielles. J'ai pu lire dans certaines presses... Ça a été relié dans une presse francophone marocaine, effectivement. J'ai pu lire les propos du ministre des Affaires étrangères marocain. J'ai pu aussi lire ces écarts de langage par rapport aux accusations de racisme qu'il a portées contre la Belgique, etc. Moi, je voudrais quand même un peu nuancer les propos. Je m'occupe de dossiers internationaux depuis de très nombreuses années. Là où je le rejoins, c'est qu'en Belgique, on a toujours eu des difficultés par rapport aux binationaux. Ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai été impliqué dans de nombreux dossiers au niveau international et j'ai pu voir ô combien, au niveau des affaires étrangères par exemple, la motivation n'était pas la même pour intervenir quand il s'agit de nationaux de souche ou de binationaux. S'il n'y a pas une intervention de la part de tiers, d'avocats ou d'associations, de groupes, il n'y a pas véritablement une initiative forte. De l'assistance consulaire. Voilà, on en arrive justement à cette question. On en arrive dans l'assistance consulaire, c'est un cadre légal qui définit les modalités d'intervention de l'État belge par rapport à un concitoyen qui est en difficulté dans le monde, c'est-à-dire concrètement pour les téléspectateurs comprennent, si vous avez un problème judiciaire, bêtement un accident de la route, vous vous retrouvez dans des difficultés judiciaires, parce que je prends l'exemple du Maroc par exemple, on sait très bien que lorsque vous avez un accident et qu'il y a mort d'homme, la loi marocaine prévoit pour la protection des personnes impliquées qui ont survécu, qu'on puisse les mettre en sécurité pendant 1 mois en prison pour éviter des représailles. Enfin, c'est un peu, je dirais, la philosophie de cette législation. Et donc, vous avez besoin, dans un cadre comme celui-là, d'être bien conseillé, d'avoir des avocats compétents. Et si vous n'avez pas les moyens financiers, il est prévu que l'État belge puisse vous avancer des moyens. Et donc, le code consulaire définit ce genre d'intervention. Et il a été modifié en juin 2018. D'ailleurs, ce qui est assez choquant à mes yeux, c'est que l'ensemble des partis démocratiques et non démocratiques, à la grande majorité, ont voté pour ce changement, avec 3 abstentions. Il faut le savoir. Il faut que les téléspectateurs, et surtout que les citoyens binationaux ou les citoyens d'origine étrangère, savent que ce code consulaire fait que lorsque vous êtes dans votre pays d'origine, entre guillemets, ça veut dire que si vos aïeux, vos parents, vos grands-parents sont d'origine marocaine ou turque ou que sais-je, lorsque vous avez une difficulté dans ce pays-là, la Belgique n'est plus obligée d'intervenir pour vous apporter l'aide consulaire nécessaire. C'est très grave, parce que ça fait qu'ici en Belgique, nous sommes des citoyens de différentes catégories de ce consul. La convention de La Haye, justement, elle est à interprétation à géométrie variable. Parce qu'un Marocain, belgo-marocain qui se trouve au Maroc, il est considéré comme marocain. Mais ça n'empêche pas. Mais c'est une très bonne chose. Non, la binationalité ne tombe pas. Ça, c'est l'interprétation des Marocains. Ça, c'est l'interprétation des Marocains. Effectivement, vous êtes considéré comme marocain. C'est une très bonne chose si les Marocains le considèrent. Mais je parle ici de l'aide consulaire. C'est pas parce que vous êtes binational. Sur le territoire marocain, vous êtes considéré comme marocain. Je vois mal l'ambassade ou le consulat belge intervenir sur base, c'est déjà arrivé, avant la modification du code consulaire, c'est arrivé, parce que les autorités belges à ce moment-là, ils sont tenus par un cadre légal d'aider leurs concitoyens qui se trouvent au Maroc ou en Turquie. Dès le moment où celui-ci est modifié, évidemment,
ça n'oblige plus les autorités belges. D'ailleurs, il faut que les téléspectateurs sachent que la Ligue des droits de l'homme et de nombreux avocats ont fait des recours devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler le cadre légal de ce code consulaire qui, je dirais, pénalise les binationaux et qui fait qu'aujourd'hui, un Belge n'est pas égal à un Belge. Et ça, en tout cas, à mes yeux et aux yeux de nombreux démocrates, c'est inacceptable. Alors, par après, il y a un accord qui a été trouvé entre les autorités marocaines et les autorités belges et hollandaises. Qu'en est-il? Mais cet accord, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait limité le nombre de personnes. On a parlé dans un premier temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais refaire un peu la genèse de la crise. Il y a eu les appels au secours, il y a eu... D'abord, on est parti d'un nombre qui était limité à 500 personnes. 500 personnes à peu près se sont identifiées comme étant bloquées au Maroc, ayant des obligations pour pouvoir rentrer en Belgique. Et puis, au fur et à mesure que le temps s'égrenait, vous avez de nombreuses personnes qui sont ajoutées. Puis, les négociations ont commencé. On a fixé une date butoir qui était le 17 avril à 18 h. Les personnes qui étaient intéressées par un éventuel retour devaient introduire une candidature. Là où le bas blesse de nouveau, c'est qu'on a fixé des critères, 3 critères. Premier critère, si vous avez un problème de santé sérieux, qui n'est pas soignable au Maroc. Deuxième critère, qui est d'ordre social, si vous êtes parent et que vous avez des enfants mineurs en Belgique. Et le troisième critère, il est d'ordre économique, c'est les personnes qui risquent de perdre leur travail ou qui ont une entreprise qui risque la faillite. Ces gens-là devaient introduire leur candidature et être contactés pour l'organisation du retour. Ils ont arrêté le nombre à 1700, alors qu'il y a eu 6300 mails, 4500 personnes. On a, sur base de quels critères, on n'a pas d'explication, 1700 personnes. Et puis, d'après les autorités belges, les autorités marocaines ont décidé de raboter ce nombre et de descendre à 1400 personnes. Et aujourd'hui, vous avez 1400 personnes qui sont éligibles pour rentrer. D'ailleurs, ils sont occupés à rentrer. Alhamdoulilah, il y a des avions quasi tous les jours. Mais vous avez plus de 3000 personnes. Et je ne compte pas là-dedans les Marocains résidant en Belgique, qui ont aussi des obligations professionnelles, qui ont aussi des problèmes, comme j'expliquais en guise d'introduction, au niveau de leur titre de séjour, qui risquent de se voir expirer, qui se retrouvent bloqués dans la même situation. Et donc cet accord, même si ça règle le problème de 1400 personnes, ça laisse sur le carreau des milliers d'autres personnes. On parle de 3000, moi je pense qu'avec les Marocains résidant en Belgique, on avoisine les 5000 personnes qui, dans l'urgence, on doit leur trouver une solution pour qu'ils puissent rentrer rapidement, parce que sinon, je vous le dis, il y aura des conséquences très graves sur leur situation privée, familiale. Je peux vous montrer aujourd'hui, j'ai eu 17 contacts avec des gens qui m'ont contacté du Maroc. Je pourrais vous montrer des messages, des appels au secours, des gens qui sont de difficultés très très graves à cause du fait qu'ils ne pourront plus remplir les obligations ni familiales, ni professionnelles, ni économiques ici en Belgique, ni administratives. Et donc je pense qu'il y a une urgence par rapport à ces personnes qui restent. Alors par rapport au rapatriement des 1400 personnes, apparemment il y a aussi d'autres problèmes, au niveau logistique, parce que bon, la plupart se trouvent dans le nord du Maroc et que les aéroports sont fermés, donc ils doivent aller jusqu'à Casablanca. Parfois ils doivent mettre une journée dans un bus, alors que le déplacement entre les villes marocaines, c'est interdit à cause du confinement. Donc, il y a eu je dirais, une désorganisation des deux côtés. Côté marocain, il n'y a pas une réflexion très poussée pour voir comment on peut faciliter les déplacements de ces personnes. On le sait aujourd'hui, dans le cadre des règles de confinement, pour se déplacer déjà dans son quartier, vous devez avoir une autorisation, ce qu'on appelle il doit vous délivrer une attestation, mais pour passer de ville en ville, vous devez aller chez le Bécha. Donc il y a une démarche particulière qui doit être faite. Et donc il n'y a pas eu d'abord une information claire qui a été donnée. Donc les gens se sont retrouvés, moi-même j'ai eu des contacts des gens où moi-même j'avais du mal à leur donner les bonnes informations. J'ai dû téléphoner au Maroc à des responsables pour qu'ils m'éclairent, qu'ils éclairent ma chandelle pour savoir, alors qu'il aurait fallu pour ce genre de situation et ce genre de personnes faciliter les choses. Alhamdoulilah, en dernière minute, les choses ont été réglées. On a facilité les choses, les instructions ont été données aux autorités locales pour faciliter les choses. Le problème, c'est que, comme vous l'avez rappelé, il y a des personnes qui sont dans des endroits très reculés, et donc il n'y a pas eu, au niveau de la logistique, une organisation intelligente pour pouvoir permettre et faciliter les choses aux gens qui puissent se rendre à l'aéroport. Je trouve dommage qu'on ait choisi Casablanca alors que nous avons une concentration de personnes du côté de Tanger, du côté de l'Oriental, du côté d'Oujda, du côté de Nador. Il aurait fallu peut-être ouvrir d'autres aéroports et permettre, pour faciliter la vie aux gens, que les gens puissent s'envoler de ces aéroports-là. Ce sont des décisions marocaines. Lorsque nous avons commencé l'émission,
j'ai quand même, on a parlé du choix des autorités marocaines. Les Marocains sont souverains sur leur pays, dans leur pays. C'est eux qui décident comment s'organisent les choses. Et donc cette réflexion, elle doit venir des Marocains. Comment faire pour faciliter les choses à la population marocaine pour qu'ils puissent rentrer dans des bonnes conditions. Et donc il y a eu aussi un énorme bug, un cafouillage du côté des autorités belges lorsqu'il s'agissait d'avertir les gens, soit qu'ils ont été sélectionnés, soit qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Il y a eu d'ailleurs une législation qui a été totalement bafouée, c'est celle sur le respect de la vie privée. On a vu des personnes recevoir un refus avec les informations sur plus de 1000 personnes, leur adresse email qui apparaissait avec leur nom de famille et leur prénom. C'est évidemment inacceptable, c'est de l'amateurisme et pour moi c'est une faute relativement lourde. Non seulement les gens sont dans le désarroi, mais en plus ils se retrouvent comme ça, je dirais, jetés en pâture à l'opinion publique parce que leur nom circule un peu partout sur les réseaux sociaux. Dernière question, Sergio, c'est une question personnelle. Vous êtes très impliqué sur le plan politique localement, au niveau de Bruxelles-Ville. Vous avez été échevin, vous avez été député bruxellois pendant des années. Vous n'y êtes plus. Alors, qu'est-ce que vous faites pour le moment et comment ça se passe le confinement? Mais pour l'instant, comme vous l'avez dit, j'ai tellement de travail à Molenbeek, je suis chef de groupe du CDH-CDNV. Je suis devenu député honoraire et ça me permet aussi de continuer à avoir certaines activités d'ordre politique. Je suis très actif dans mon parti parce que nous sommes en train de travailler sur une réforme du parti. Je fais partie d'un groupe de travail et donc je suis relativement actif. Je suis en théorie en confinement, mais je suis très actif aussi dans les réseaux de solidarité. Avec d'autres, je soutiens de nombreuses banques alimentaires où nous contactons des amis, des personnes qui viennent soutenir en livrant des quantités importantes de nourriture. Et je fais de la livraison de colis chez les familles nécessiteuses. Donc il y a pas mal de travail. Je crois qu'on veut être actif et on veut rester dynamique. Je pense que c'est une question de volonté. Cette volonté, alhamdoulilah, je l'ai. Merci El Khenous et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.